sur Ecofin Télévision et vous faites bien. Bienvenue à toutes et à tous dans ce plateau spécial sur votre télévision. Oui, un plateau spécial parce que nous recevons des invités tout à fait spéciaux sur ces plateaux. Je suis très heureux de recevoir ici Monsieur Michel Gou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui sont branchés actuellement. N'allez pas ailleurs, il n'y a rien ailleurs. Tout à fait, il n'y a rien ailleurs. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir fait honneur justement d'accepter notre invitation. Vous êtes un grand nom de l'humour africain aujourd'hui. Merci une fois de plus, on va revenir un peu plus en détail. Je suis heureux également de recevoir un de vos plus fidèles compagnons. J'aime l'appeler Commandant Dao. J'espère que vous ne serez pas jaloux. Soldat sans grade. Soldat sans grade. Voilà, soldat sans grade. J'espère qu'il va se défendre. Vous allez bien, Commandant? Oui, ça va très bien. Non, j'ai dit soldat sans grade, c'est pas commandant. N'hésitez pas. Nous, on a l'habitude de se défendre dans le silence, c'est dans les actes. Les actes que nous on pose, c'est dans ça qu'on se défend. Donc, que ce soit commandant ou soldat, SEM, sans grade, mais vous savez que dans l'armée, c'est le courage qui compte beaucoup. Sinon, c'est pas... Ici, on n'est pas dans l'armée. Mais moi, je suis un homme. Mais quand même, il est très connu, sur la scène africaine. Oui, il est connu. Il y a des célébrités tristes aussi, hein, parce que, bon, il y a de bonnes célébrités, il y a des célébrités tristes. Lui, peut-être qu'il fait partie des célébrités tristes parce que c'est le plus grand peureux du Parlement. Et c'est un soldat qui est chargé de faire la sécurité, d'assurer la sécurité des parlementaires. Mais quand il y a au moindre bruit dehors, c'est lui qui vient se réfugier au Parlement. Bon, vous voyez, on est mal barré. Voilà. Alors, on va justement parler du Parlement parce que nous sommes sur Ecofin Télévision. Nos téléspectateurs ont quand même envie de comprendre et de savoir d'où était venue l'idée de mettre en place le Parlement, comment ça s'est passé au tout début pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui avec ces succès continentaux que vous rencontrez aujourd'hui. Mais avant d'en arriver, quelles sont vos impressions? C'est votre première fois d'arriver à Ecofin Télévision. Je ne dis pas la première fois à Kinshasa, mais ici à Ecofin Télévision, vos premières impressions? Oui, plusieurs fois à Kinshasa, plusieurs fois. Mais la première fois à Ecofin Télévision. Et ça m'a fait quand même plaisir de visiter les locaux, de savoir que c'est une télévision qui est en train de s'implanter et qui a quand même les dents longues. Quand on regarde l'équipe qui y a autour de cette télévision, c'est vraiment, ça augure de belles perspectives. Et donc, franchement, ça me fait plaisir de visiter et ça me fait plaisir aussi de participer à ce plateau. Et puis voilà, désormais on peut compter sur Ecofin Télévision. Tout à fait. Commandant, vous aussi, oui. Vos impressions? Bon, mes impressions, c'est à peu près la même chose que le vice-président vient de donner. Mais ce que je peux ajouter, c'est que franchement, cette télévision est la bienvenue. Parce que vu le rôle qu'elle joue, vraiment, c'est bienvenu. Ça fait combien d'années qu'elle est implantée? C'est depuis 2022. 2022 que nous sommes là. Donc, et déjà, ça fait parler des soirs. En RDC, nous sommes la première chaîne économique ici en République démocratique du Congo. Alors, on va entrer un peu dans les vifs de notre émission, dans ce plateau spécial. Vous êtes à Kinshasa. Qu'est-ce qui vous y amène cette fois? On a sauté la première question. Hein. On n'est pas revenu sur la première question de savoir comment est venue l'idée du Parlement et tout. Le Parlement, on va y arriver. D'accord. On commence d'abord par là. Alors donc, on commence par laquelle? Par celle que je viens de vous poser. D'accord. Alors nous sommes à Kinshasa sous l'invitation de mon frère jumeau. Ah oui? Mon frère jumeau, oui, Gilles Alinguete. Ah oui? C'est mon frère jumeau. C'est mon frère jumeau. Voilà, l'inspecteur général des finances. Donc voilà, c'est une campagne qui est ouverte et qui est lancée. Et ça concerne vraiment toute l'Afrique. Mais la base, c'est d'abord au Congo. Donc une campagne contre la corruption. Tout à fait. Et quand on parle de corruption, il n'y a pas que le Congo qui est concerné, mais c'est toute l'Afrique qui est concernée. Et donc, il nous a fait appel pour pouvoir l'épauler dans l'élan de solidarité
Et dans cette lutte contre la corruption, qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble pour pouvoir éradiquer ce fléau-là? Comment pourrait-on parler à la jeunesse? Parce que le monde de demain, c'est la jeunesse. Ouais. Et la base de demain, c'est la jeunesse. Nous, on est là aujourd'hui, on plante le décor, on part, mais c'est la jeunesse qui prendra la relève. Et donc, si on leur donne, on leur inculque ce savoir-vivre-là, je crois que ça va être un trésor qu'on leur aura laissé. Donc, voilà, donc on est là, lui et moi, nous sommes là, à l'invitation de mon frère jumeau, comme je le disais tantôt, pour pouvoir mener à bien cette campagne. C'est quand même assez compliqué d'avoir un frère jumeau, une telle dichotomie entre vous deux. Ça, c'est les aléas de l'humanité. Ah bon? Voilà, c'est pas nous qui avons créé l'humanité. C'est pas nous qui avons créé tout ce qui nous entoure. C'est Dieu. Donc lui, il sait pourquoi. On peut naître ensemble, on peut naître jumeaux, un peut être blanc, l'autre peut être noir. C'est le mystère du monde. Donc lui et moi, si vous remarquez ce contraste, c'est pas parce que nous l'avons voulu, mais c'est la volonté de Dieu. Acceptez ça comme ça. Voilà, on va accepter ça comme ça. Alors, Monsieur Dao, oui, vous appelez commandant Dao, même si ça ne marche toujours pas. Même si même s'il ne mérite pas. Même s'il ne mérite pas, bien sûr. Est-ce que, comment pensez-vous pouvoir rencontrer justement la volonté de la République démocratique du Congo à lutter contre la corruption? Comment pensez-vous, vous, pouvoir contribuer à cette lutte? Moi, je peux contribuer à ma volonté de contribuer à combattre un peu chose comme on appelle la corruption. Bon, c'est pas seulement pour la République du Congo, hein, c'est pour toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la corruption, c'est la plaie de l'Afrique. C'est cette corruption-là qui freine un peu le développement de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses. Donc, si on essayait de diminuer un peu cette corruption, même si on ne peut pas éliminer complètement, mais si en Afrique, ici, on a au moins 15%, 10% de corrupteurs et de corrompus, je pense que l'Afrique va s'en sortir. Vous pensez que l'Afrique va s'en sortir? Michel Gou, comment, vous êtes un humoriste internationalement reconnu, comment l'humour peut arriver aujourd'hui à participer à ce combat ô combien important? Parce qu'il faut quand même qu'on se le dise, c'est un sujet très sérieux. Comment vous, en tant qu'humoriste, pensez-vous pouvoir aider à participer justement à ce combat de lutte contre la corruption? Oui, bon, vous savez, l'humour, c'est un tremplin pour pouvoir arriver à passer un message. À travers l'humour, on arrive à penser les plaies, les plus béantes d'ailleurs. À travers l'humour, on se soigne. À travers l'humour, on s'éduque. Et donc, l'humour, c'est une plaque incontournable par rapport à un développement, par rapport au développement de nos continents. Et moi, je prends surtout le continent africain. Et aujourd'hui, on ne peut pas balayer du revers de la main l'humour parce que quand tu prends du haut en bas, de l'est à l'ouest, du nord au sud, l'humour est fédérateur. L'humour est fédérateur. Et ça traverse le temps, ça traverse les âges. Il n'y a pas une tranche d'âge qui dit « moi, je n'aime pas l'humour ». Depuis le bas âge, c'est-à-dire depuis l'enfance, en passant par la jeunesse jusqu'à l'âge de la vieillesse, tout le monde consomme l'humour. C'est pas comme, je dirais, le rap. Je prends le rap, par exemple. En musique, il y a une tranche qui suit le rap. Tu ne vas pas prendre un vieux de 60 ans, 70 ans, tu ne vas pas le voir sur la piste de danse en train de se trémousser en dansant. Ou alors les enfants de 5 à 6 ans dans le rap. Non, c'est pas possible, c'est une tranche. Mais l'humour, ça traverse tout ce temps, depuis le bas jusqu'en haut. Et celui qui rit, il se soigne 2 fois. Donc, avec les humoristes, si on a un message très important à passer, je crois que c'est vraiment un passage bien déblayé pour pouvoir faire passer ça. C'est comme une pilule. La pilule, pour l'avaler, il faut qu'elle soit sucrée pour que ça passe vite. Maintenant, dans le ventre, ça fait son effet. Et l'humour est comme ça. C'est un message, aussi dur qu'il soit, qu'on veut faire passer. C'est par l'humour qu'on peut passer. Vous riez,
autour d'un sujet, vous riez aux éclats. Mais après le rire, qu'est-ce qu'on retient comme message important derrière ce message-là? Voilà, c'est ça qui est important. Donc, avec l'humour, je pense qu'on peut vraiment participer à la lutte contre la corruption. Et ici en RDC, sous quel format vous allez faire passer ces messages? Par des scènes ou Par des sketchs, oui, des petits sketchs et des spots. C'est déjà fait avec les humoristes congolais, Ronsia et puis Sai Sai. Voilà, Ronsia, Sai Sai, Dao et moi, nous avons fait quand même quelques capsules qui vont passer bientôt sur les écrans et sur les réseaux sociaux. Avec les 4 humoristes là, quand même, on pense pouvoir faire passer le maximum de messages. Le maximum de messages possibles. Avec vous, justement, commandant Dao, comment on arrive à utiliser la satire, justement, l'humour, pour faire passer des messages aussi importants? Bon, l'humour, c'est, comme vient de dire Go, l'humour n'a pas de limites. Tout le monde regarde l'humour, écoute l'humour, et puis tout le monde, quand on regarde un peu l'humour, on est content, mais les messages qu'on lance par l'humour sont bien acceptés par ceux qui regardent l'humour. Voilà, parce que quand on lance un message, tu regardes, et après tu t'assois seul et tu réfléchis, tu dis, ceux-là, en tout cas ce qu'ils viennent de dire là, ils ont dit ça dans la plaisanterie, mais c'est une réalité. Donc je pense que les messages, pour mieux lancer les messages, l'humour est l'idéal, quoi. Oui, parce que je voulais ajouter aussi le fait que si l'inspecteur Gilles Alinguete nous a fait appel, il sait qui il appelle. Il sait, parce qu'il faut être aussi suivi, il faut être vraiment dans ce carcan de l'élan de solidarité et surtout dans l'aspect du changement de l'Afrique côté positif. Et donc, quand il nous a appelés, il savait qu'il appelait, il savait qu'à travers nous, on pouvait passer des messages. Et que nous avions quand même un auditoire très avancé, très large. Donc, nous n'avons pas hésité tout de suite, nous avons répondu présent parce que c'est une lutte qui nous concerne tous. Et voir un frère aujourd'hui se mettre à la tête d'une structure pour dire je lutte, je pars lutter, me battre contre la corruption, c'est déjà osé. Ce qui n'est pas évident. Ce n'est pas évident dans notre continent. Lutter contre la corruption, puisque c'est une gangrène que nous combattons tous. Mais il faut combattre cette gangrène à la base. Et monsieur l'inspecteur Jules Alinguete connaît cette base. Donc ensemble, on va trouver vraiment les moyens pour pouvoir creuser cette base-là, déraciner ce mal-là, pour que vraiment ça puisse aller très loin de notre continent. Même si ce n'est pas totalement parti, au moins, on aura essayé quelque chose. Au moins, vous aurez essayé quelque chose. Vous êtes un humoriste internationalement reconnu. Vous avez des longues années dans des carrières, justement, dans l'humour, en Côte d'Ivoire, enfin, partout en Afrique. Dites-nous, quels sont les défis aujourd'hui à la lutte à la sensibilisation contre la corruption sous l'effet justement de l'humour, à travers de l'humour? Est-ce qu'il y a des défis que vous rencontrez? Oui, il y a beaucoup de défis que nous rencontrons. Il n'y a pas que seulement au niveau du fléau par rapport à la corruption, mais l'Afrique même est truffée de beaucoup de fléaux. Et donc, cette lutte, elle n'est pas unilatérale. Je crois que c'est une lutte commune, c'est une lutte qui concerne tous les volets de la société où ça ne va pas du tout. Entre autres, le mensonge, la médisance, l'hypocrisie, le vol, le crime, et puis surtout la méchanceté de l'homme. Voilà, donc c'est tout ça, pour ne citer que cela. Mais il y en a, c'est une pléthore d'aventures que nous sommes en train d'affronter. Mais on sait quand même où on dépose les pieds. On sait comment toucher un sujet pour que le message passe. On sait les sujets qui sont très coriaces. Il y a des sujets
qu'on dit intouchable. Mais à travers l'humour, on arrive à toucher. Et c'est quand tu finis de rire, maintenant tu dis, ah, ce sujet-là, il est tabou, mais ils ont quand même réussi à toucher. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est justement important. Voilà. Et aujourd'hui, commandant, Monsieur Dao, commandant, Monsieur Dao. c'est important, commandant. pour ne pas frustrer justement Monsieur Go sur ce plateau, on va maintenant passer à notre étape justement de cette émission. La question que vous aviez réclamée d'ailleurs. Non, je n'ai pas réclamé de question. Ok. Très bien. Très bien. Merci beaucoup de me contredire. C'est une question sur le Parlement du Rire. Vous avez lancé cette idée avec l'ensemble de votre équipe. D'où est venue l'idée, tout d'abord? Commencez par là. L'idée de... Ouais. Je suis bien placé pour répondre à cette question. L'idée du Parlement du Rire est partie depuis 2011. 2011, pendant la crise en Côte d'Ivoire, nous étions déjà en tournée européenne avec Diboué Cravate, Michel Boyiri, Nastou, Oupo. Nous étions en Belgique, on était basé en Belgique et à partir de la Belgique, on faisait nos spectacles à travers les villes, les autres pays européens. Et c'est ainsi que cette tournée nous a amenés à Paris et nous avons été reçus à une émission qu'on appelle Plus d'Afrique. C'était Plus d'Afrique avec Robert Brazza. Et donc sur le plateau, il y avait Robert Brazza, quelques chroniqueurs. Et parmi les chroniqueurs, il y avait Maman, qu'on connaissait déjà à travers ses rubriques à la RFI. Et c'était là qu'on se croisait, on se voyait pour la première fois. Et sur place, il a improvisé un coup d'État au Gondwana. Et c'est moi qui devais être l'auteur de ce coup d'État, qu'on devait faire en direct à la télé. Et on l'a réussi avec brio. Et depuis ce moment, il a dit, je viens en Côte d'Ivoire, on va travailler sur des modules. Et si ça prend, ça va être tant mieux. Et effectivement, après la crise en Côte d'Ivoire, Maman est venu, ils ont implanté le Gondwana City Production. Et Gondwana City Production, on a essayé pas mal d'émissions. Et puis, parmi ces émissions essayées, il y avait le Parlement du Rire. Donc, on s'est mis ensemble. Maman, Dibé, moi, Charlotte Amac, et puis les autres humoristes, on s'est mis ensemble. On a fait un coup d'essai avec Canal+, et c'est resté... C'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. Tout à fait. Et qui vous finance? Parce qu'on voit quand même que c'est une grande production. Vous arrivez à faire venir en Côte d'Ivoire des humoristes qui viennent d'autres pays d'Afrique. Oui. Qui vous finance? L'esprit de Parlement du Rire, c'est de promouvoir les jeunes humoristes africains. Leur donner cette chance et ce plateau, cette plateforme de communication, cette plateforme de pouvoir se vendre et les amener aussi à croire en leur chance, croire en leur métier qu'ils ont choisi et savoir qu'avec ce métier, on peut se nourrir. Et donc, c'était ça l'objectif premier du Parlement du Rire. Et maintenant, qui finance? Vous n'allez pas me demander de financer le Parlement du Rire. Encore moins le soldat sans grade ou le président Maman. D'où viendront les moyens? Forcément par une grosse structure qu'on appelle Canal+. Voilà, donc c'est Canal qui est à la base de la production du Parlement du Rire. Nous sommes des collaborateurs extérieurs. Vous êtes des collaborateurs extérieurs et tous ceux qui viennent, la prise en charge et tout, c'est Canal+. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se présente, comment vous arrivez à tourner une émission? Vous appelez juste simplement les humoristes? Vous le faites? Non, on ne les appelle pas simplement. Je crois qu'il y a une adresse où on postule. Et il y a une commission de lecture, il y a une commission de rétention de ces textes-là. Donc, en tant que humoriste, c'est ouvert à tous les humoristes d'Afrique d'ailleurs. Donc, vous amenez vos textes à cette adresse. Il y a une cellule qui fait la lecture et qui fait le choix maintenant des textes qu'on doit jouer.
Donc, si ton texte est bon, il faut au moins 3 textes, 3 ou 4 textes. Si tu as au moins 2, 3 bons textes, on te retient. On te retient, on t'envoie une lettre pour te dire tu es retenu pour le prochain Parlement. Là, donc, ton déplacement, ton logement, les moyens de déplacement à travers la ville, ta restauration, et puis un per diem. Voilà, donc, et puis maintenant, on te donne cette plateforme pour pouvoir t'exprimer, voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, commandant, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter votre anecdote particulière avec le Parlement du Rire? Comment vous y êtes retrouvé dans le Parlement du Rire, justement? Bon, moi, je me suis retrouvé dans le Parlement du Rire. Avant le Parlement du Rire, il y a un film que le Gondwana City a tourné, qu'on appelait Bienvenue au Gondwana. Et dans ce film, j'ai interprété le rôle du général. Et quand j'ai interprété ça, ils ont vu que, bon, en tout cas, bon, lui, c'est un bon soldat pour jouer au Parlement. Parce qu'au Parlement... Il ment. Nous sommes sur un plateau que les gens respectables sont en train de regarder. Pourquoi tu mens? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le mensonge, c'est pas bon. Non. Tout ça, c'est ça qu'on est en train de combattre en Afrique, là. J'ai dit. Je vais t'expliquer comment il est arrivé là-bas. Voilà. Lui, c'est mon cousin, en fait. Il est mon cousin. C'est le fils à ma grande sœur, au village. Et lui, il n'est pas là à l'école. En fait, il est au village et il travaillait sous les anacardies au village. Et sa maman m'a appelé pour dire, ah, ton petit, il est ici, mais vraiment, il faut le faire partir en ville. J'ai dit, mais il ne connaît pas papier, il n'est pas là à l'école, il va faire quoi? Et elle dit, mais en tout cas, il n'a qu'à se débrouiller avec toi. Bon, cette charge, je ne pouvais pas la déposer, c'est ma grande sœur. J'ai dit, ok, il n'a qu'à venir. Il est venu. Comme, bon, nous, on connaît un peu les généraux de l'armée. Je suis allé voir les responsables de l'armée, j'ai dit, bon, lui là, c'est mon neveu, mais il ne connaît pas papier. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire de lui, mais si vous pouvez lui trouver une place. C'est là ils m'ont dit, on peut le prendre, mais il n'aura jamais de grade, il va rester là à tableau noir. J'ai dit qu'à cela le tienne. Et ils l'ont retenu. On lui a donné le treillis, il porte le treillis. On dit, bon, où il peut exercer? J'ai dit, bon, s'il n'y a pas un coin où il peut exercer, lui là, il ne peut pas aller au front. Lui là, il ne peut pas aller au front. Non. Donc, amenez-le ici au Parlement. Il va assurer la sécurité des parlementaires. Voilà comment il s'est retrouvé là-bas. Mais ce n'est pas n'importe qui assure une sécurité. Est-ce que tu assures vraiment la sécurité? Non, c'est pas n'importe qui assure même pas la sécurité. Il est là pour la forme. Surtout, il faut pas brûler le petit là. Pardon. Tu ne dis pas la vérité. C'est ce qui est mauvais. Ne brûle pas le petit là. C'est vrai. Ça pour ça il n'assure même pas la sécurité. Il est là pour la forme. C'est par affinité qu'il est là. Mais il est quand même là. Par affinité. Par affinité. Mais s'il n'est pas là, il y aurait eu des problèmes de sécurité. Rien. C'est la forme. Il faut poser tes questions à qui t'es ici. Non, mais Dieu, tu es fort. Tu es un grand menteur. C'est pour ça que tu as toujours resté vice-président. Tu ne vas jamais être président. Ça, c'est la vérité. Non, sa maman sera au courant. Laisse. On va régler ça en famille. Laisse. Vous allez répondre après. Mais j'aimerais quand même savoir, vous en tant qu'humoriste très très connu, quels sont aujourd'hui les défis liés à la profession d'humoriste en Afrique francophone en particulier? Les défis, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. J'ai dit que les défis que nous sommes en train de nous donner, c'est dans un premier temps, en tant qu'humoriste, en tant que dévancier, c'est d'amener les jeunes à monter, à croire en leur métier, à vivre de leur art, à ne pas douter de ce qu'ils font. Parce que tout métier paye, il n'y a pas un métier qui ne paye pas. Avant, on disait que le théâtre ne nourrissait pas son homme. Ce n'est plus maintenant. Il n'y a pas un métier qui ne nourrit pas son homme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'humour peut arriver à nourrir vraiment son homme? L'humour nourrit son homme. L'humour nourrit son homme. Mais l'humoriste qui ne vit pas de son humour, c'est l'humoriste qui doute de son humour. C'est l'humoriste qui doute de lui-même, qui ne sait pas où il va, qui refuse de travailler. C'est ça. Sinon, il n'y a pas un métier qui ne nourrit pas son homme. Si même tu choisis aujourd'hui d'être cireur, il faut prétendre être le meilleur cireur de ta génération et ton métier te nourrit. Si tu choisis d'être voleur,
prétends être le meilleur voleur de ta génération et ton métier te nourrit. Il n'y a pas de... Il y a pas, non, non, ça fait partie de la vie. Ouais. Ça fait partie de la vie ou pas? C'est les méfaits de la vie, mais malheureusement, on vit avec. Vous êtes d'accord avec moi? Donc le métier d'humoriste, ça nourrit son homme de façon entière. Et avant, il y avait, dans les familles, personne ne voulait voir son enfant au théâtre ou bien dans l'humour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout le monde pousse son enfant vers l'humour, vers le cinéma, vers le théâtre. Ça veut dire qu'on a envie. Voilà. L'humour aujourd'hui arrive à nourrir son homme. Ouais. Vous confirmez cela? Oui, je confirme. Ce n'est pas l'humour seulement, tout métier, comme vient de dire Gou. Quand tu crois à ce que tu fais et que tu aimes ton métier, forcément, tu vas t'en sortir. Mais il ne faut pas douter. Est-ce que si je fais ça là, moi-même je sais que ça là, je ne peux pas réussir dedans. Mais tu es dedans, tu ne vas jamais réussir. Il faut croire en ce que tu fais. Et puis bon, voilà, sinon il n'y a pas de souci. L'humour. C'est ça en fait. Les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas de repères en fait. Et il faut que ces jeunes retrouvent leurs repères. Si tu choisis d'être agriculteur, reste là. Ouais. Vas-y, mets ton sérieux dedans, mets tout ton savoir dedans et ça te nourrit. Parce que si tu te dis, bon, dans l'agriculture, j'ai vu Innocent qui s'en sort bien, je vais là-bas. Mais ça a un temps d'apprentissage, un temps de pratique avant que ça ne commence à produire. Mais si toi tu es pressé et que tu veux avoir en même temps ce que Innocent a là, c'est pas possible. Pendant ce temps, l'autre qui est cordonnier, lui, il émerge. Tu dis non, le métier d'agriculture, ça ne nourrit pas, je vais être cordonnier. Tu sautes pas, mais tu vas faire de saute-mouton. Pendant ce temps, les autres avancent et toi, tu n'as pas de repère, tu n'as pas de base. Tout à fait. Ouais. Tu avances, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc, il faut déjà que les jeunes retrouvent leurs repères, qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Voilà. Et c'est le plus important. Et quel est aujourd'hui le modèle économique typique d'un humoriste qui se retrouve et qui jouit pleinement de son métier, les spectacles? Et aujourd'hui, on sait qu'il y a les réseaux sociaux qui sont venus pratiquement rabattre les cartes. C'est quoi le modèle économique aujourd'hui d'un humoriste professionnel? Modèle économique comment? Un modèle économique, comment il se fait de l'argent à partir justement de... Mais je viens de vous citer ça. Il n'y a pas d'autre modèle. Quand tu es humoriste, ça veut dire que tu es appelé à faire des spectacles. Ouais. Des spectacles vivants. Et il n'y a pas de spectacle gratuit. Quand on t'appelle pour un spectacle, ça veut dire qu'il y a un cachet qui tue. Quand on t'appelle pour tourner dans un film, tu donnes ton personnage. Tu ne donnes pas ce personnage gratuitement. Quand on t'appelle, si tu es un modèle par rapport à un produit, on t'appelle pour faire la publicité d'un produit. Tu ne fais pas la publicité gratuitement. Il y a un pécule qui suit. Donc, à travers tout ça là, l'un mis dans l'autre, ça te donne vraiment une base de vie. Donc, voilà, il n'y a pas d'autre modèle que ça. Il n'y a pas d'autre modèle Non. que ça. On est en train de chuter avec ce plateau spécial sur Ecofin Télévision. J'aimerais que nous puissions revenir maintenant sur votre raison même d'être ici à Kinshasa, qui est effectivement cette lutte contre la corruption lancée par l'Inspection Générale des Finances. Quel message pouvez-vous lancer aux Congolais dans le cadre de soutien aux actions de l'Inspection Générale des Finances? Vous savez, on dit l'homme qu'il faut à la place qu'il lui faut. Quand tu prends quelqu'un, tu le parachutes quelque part dans un domaine qu'il ne maîtrise pas, c'est sûr qu'il va galvauder. Et il ne va pas faire le travail comme il se doit. Mais quand tu prends quelqu'un que tu mets à un endroit où il maîtrise, tu dors tranquille. Donc, quand moi j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai observé mon frère jumeau, M. Jules Alinguete, c'est quelqu'un qui a la suite dans les idées. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui maîtrise son art. C'est quelqu'un qui maîtrise son périmètre. C'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'on lui a confié comme boulot. Alors, peut-être qu'il s'inspire peut-être des erreurs du passé. Parce que il y a des gens qui ont essayé avant, qui ont fait des erreurs. Mais avec toutes ces erreurs-là,
On ne peut pas te mettre là et puis toi faire ces mêmes erreurs. Mais lui, peut-être que de loin, il a observé et il a vu les canevas qu'il faut vraiment prendre pour pouvoir arrondir les angles. Amener le Congolais à tourner dos à la corruption. Parce que la corruption, ça ne fait que chuter le pays. La corruption, ça fait vraiment plonger le pays dans un désarroi indescriptible. La corruption, ça fait perdre la jeunesse. La corruption, ça chute l'économie du pays. La corruption, ça amène les gens à ne pas croire en vous. La corruption, ça montre vraiment votre état de fébrilité, ça montre votre état de fausseur. Et donc, lutter contre la corruption, je crois que c'est un combat qui interpelle tous les Congolais et par ricochet, tous les Africains. Donc nous sommes là pour ça. Et je sais que tous les Congolais vont adhérer à ce truc-là. Vous voyez déjà, nous avons parcouru les chantiers qui ont été déjà réalisés à moitié. Et la rocade, bien sûr, nous avons parcouru. Mais c'est un travail monstrueux, un travail colossal qui est en train de s'abattre de l'autre côté. Peut-être que les Quinois, ils sont ici, mais ils ne savent pas ce qui se fait aux alentours. Mais il y a une voie périphérique qui va entourer Kinshasa, de sorte à ce que quand tu quittes, par exemple, le centre-ville et que tu veux te retrouver au nord, tu n'as qu'à prendre par la voie périphérique tout de suite. Si tu le faisais avant, en 1h30, peut-être en 25 minutes, tu as atteint déjà ton objectif. Et cette voie périphérique, dans tous les grands pays, il y en a. Vous voyez, on dit que les routes, ça précède le développement. Et vous voyez, un pays où il n'y a pas de route, c'est un pays enclavé. Un pays où il n'y a pas de route, c'est un pays qui est perdu. Un pays où il n'y a pas de route, c'est un pays englouti. Mais s'il y a des voies de développement, s'il y a des voies de dégagement, je crois que le développement du pays, l'économie même du pays vient par là. Parce qu'à partir de ces voies-là, on peut évacuer et puis faire rentrer beaucoup de produits. Il y a beaucoup de produits que le Congo fait. Mais ces produits-là rentrent à Kinshasa comment? C'est obligatoirement par la voie routière. Mais s'il n'y a pas de voie, ça vient comment? Donc c'est sûr que quand ça va venir difficilement, ça va coûter cher. Mais s'il y a des voies où ça peut rentrer facilement, je crois que c'est tout le monde qui gagne. Et on doit quand même le soutenir. On doit le soutenir dans cette lutte. Je sais que ça ne va pas être facile, mais si on y croit, je crois qu'on va y arriver. Et cette lutte, elle n'est pas gratuite. Voilà. Elle n'est pas gratuite, ouais. C'est une lutte noble, commandant Dao. Oui, c'est une lutte qui n'est pas gratuite parce que les vrais ennemis même de l'Afrique, c'est les corrompus et les corrupteurs. Parce que ceux-là mettent l'Afrique en retard, complètement en retard. On ne peut rien faire, tout est bloqué, tout est bloqué. Donc franchement, si on pouvait diminuer un peu cette corruption et essayer de sensibiliser un peu ces corrupteurs, je pense que d'ici quelques années, vraiment tout le monde va vouloir vivre en Afrique. Est-ce que vous avez un message à lancer aux corrupteurs, aux corrompus? Oui, parce que c'est un message qui concerne en même temps les corrupteurs et les corrompus. Parce que s'il n'y a pas de corrompus, il n'y aura pas de corrupteurs. S'il n'y a pas de corrupteurs, il n'y aura pas de corrompus. Et donc, c'est un message d'ensemble. Vous voyez, c'est comme on envoie, tu es un chef de famille et on t'envoie la nourriture dans un paquet. Et tu prends cette nourriture-là, tu rentres dans ta chambre pour pouvoir manger avec ta femme dans l'antichambre. Maintenant, et ceux qui sont dehors, ils mangent comment? Ils mangent comment? D'abord, c'est l'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est banni, c'est puni. L'égoïsme, c'est la pure méchanceté. Et donc, il faut déjà combattre cet égoïsme-là. C'est comme on te donne le budget d'un pays, un budget de développement. Quand on dit développer un pays, ça veut dire que c'est le citoyen lambda qui doit en bénéficier. Mais si ce budget, tu as fait des études pour un but bien précis, on te donne un budget, on dit bon, j'ai ce budget-là pour le bien commun. Tu prends ce budget, tu le divises en 4. Tu prends les 3 parties, les 3 quarts pour ta poche personnelle.
Maintenant, c'est le cas là que tu mets dans les travaux. Tu ne vas pas y arriver. Tout à fait. Tu ne vas pas y arriver. Maintenant, les 3 cas que tu as mis de côté, tu fais quoi? Tu fais quoi avec? Il faut poser la question. Ah non, non, non. Puisque nous sommes tous concernés, oui. On fait quoi avec les 3 cas? Oui. Ça ne rentre pas dans le cadre du développement du pays. Oui, tout à fait. Ça va aller ailleurs. Tu te dis non, je préfère mettre ça de côté, je vais aller m'acheter une maison à Miami. Je vais aller m'acheter une maison à Cannes. Mais tu es un tueur de la République. Tu es un tueur silencieux de la République. C'est tout cela, on doit quand même sensibiliser pour les amener à comprendre l'essentiel même de l'intérêt du pays, de l'intérêt c'est-à-dire du développement du pays. Parce que s'il y a encore ces brebis galeuses-là qui se plaisent dans le détournement du denier public, je crois qu'on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Ces bâtisses que vous avez vues déjà, ces réalisations que vous avez déjà vues, c'est des gens qui sont passés avant vous, qui ont pu réaliser ça. Mais si toi tu viens et que tu te dis, si je mets tout l'argent là-dedans, moi je ne vais pas pouvoir avoir. Donc je préfère détourner. Mais le pays va en retard. Et donc vraiment c'est un appel que je lance à toute la jeunesse congolaise, à toute la jeunesse africaine. Tournons dos à la corruption. Embrassons tous, allons tous vers cette lutte que mon frère jumeau Gilles Alinguet est en train de mener. Lui, à lui tout seul, il ne pourra pas. À lui tout seul, quelle que soit la volonté qu'il a, il ne pourra pas. Mais si on l'épaule, si on se met avec lui, c'est une lutte d'ensemble, c'est une lutte commune. Si on aime vraiment notre pays, embrassons vraiment sa lutte-là et puis, bon, c'est tout le monde qui gagne. Et c'est tout le monde qui gagne. Un dernier mot également. Bon, moi, le conseil que je peux donner, c'est que ces corrupteurs doivent penser à l'intérêt général. Il ne faut pas penser à soi, il ne faut pas qu'ils pensent à eux seulement, qu'ils pensent à tout le monde. Et je pense que si on pense à l'intérêt général, l'Afrique va s'en sortir. Parce qu'on a trop souffert, il est temps maintenant qu'on pense à l'intérêt général au lieu de penser à soi-même. Il est temps qu'on pense à l'intérêt général, ouais. Au lieu de penser à l'intérêt tout à fait égoïste. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Monsieur Michel Gou et commandant Dao. Ouais. Soldat sans grade Dao. Commandant Dao. Soldat sans grade, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'était un plateau spécial dédié à la sensibilisation, à la lutte contre la corruption telle que, effectivement, voulue par l'inspecteur général des finances et chef des services de l'IGF, Jules Alinguet Tekei. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous en aurons... Je voulais avant de partir, je voulais dire quelque chose aussi. Et je crois que il y a une personne qui est au sommet à qui il faut vraiment dire merci, parce que lui, sans sa volonté, rien ne va se faire à ce niveau-là. Donc, si on parle en amont, si on parle en aval, il faut qu'en amont, on dise merci au chef de l'État. Ouais. Merci au chef de l'État qui vraiment a pris cette lutte à bras le corps et qui donne des consignes. Merci au chef de l'État. Merci au chef de l'État, au président de la République. Ouais. Félix Antoine Tshisekedi, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Il y en aura d'autres justement de ce genre sur ce même plateau pour pouvoir sensibiliser à la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics en République démocratique du Congo, pour effectivement accompagner l'action de l'inspection générale des finances ici sur Ecofin TV. Restez avec nous, les programmes se poursuivent.